Un soir, Pauline me raconta son histoire avec une ravissante ingénuité. Son père était chef d'escadron dans les grenadiers à cheval de la garde impériale. Au passage de la Bérésina, il avait été fait prisonnier par les Russes. Depuis ce temps, Madame Gaudin, mon hôtesse, n'avait pu obtenir aucune nouvelle de son mari. Son plus cruel chagrin était de laisser Pauline sans éducation, sa Pauline, filleule de la princesse Borghese, et qui n'aurait pas dû mentir aux belles destinées promises par sa protectrice. Tout à coup, je tressaillis et j'eus l'idée, pour reconnaître tous les soins dont j'étais devenu l'objet, de m'offrir à faire l'éducation de Pauline. La candeur avec laquelle on accepta ma proposition fut égale à la naïveté qui me la dictait. J'eus ainsi des heures de récréation. Pauline avait les plus heureuses dispositions. Apprenant avec facilité, elle devint bientôt plus forte que moi sur le piano. Elle était toute grâce, toute gentillesse. Elle m'écoutait avec recueillement, arrêtant sur moi ses yeux noirs et veloutés qui semblaient sourire. Quand je rentrais, je la trouvais chez moi, dans la toilette la plus modeste, mais au moindre mouvement qu'elle faisait, sa taille élégante et souple, les attraits de sa personne se révélaient sous l'étoffe grossière dont elle était vêtue. Elle avait un pied mignon dans d'ignobles souliers. C'était l'héroïne du conte de Podane, une reine en esclavage. Je m'étais ordonné à moi-même de voir en Pauline une sœur. J'aurais eu horreur de tromper la confiance de sa mère. Nous sommes maîtres d'abandonner la femme qui se vend, mais non pas la jeune fille qui se donne, car elle ignore l'étendue de son sacrifice. Ainsi, j'aurais épousé Pauline, et c'eût été une folie. S'était livrée une âme douce et vierge à d'effroyables malheurs. Puis, j'avoue à ma honte que je ne conçois pas l'amour dans la misère. À mon amour, il faut des échelles de soie montées en silence par une nuit d'hiver. Quel plaisir d'arriver couvert de neige dans une chambre éclairée par des parfums, tapissée d'or, de soie peinte. Pour avoir les façons d'une princesse, une femme doit être riche. Or, en présence de mes romanesques fantaisies, qu'était Pauline ? Pouvait-elle me vendre des nuits qui coûtent la vie, un amour qui tue et met en jeu toutes les facultés humaines ? Nous ne nous tuons guère pour de pauvres filles qui se donnent. Je n'ai jamais pu détruire ces sentiments ni ces rêveries de poète. J'étais né pour l'amour impossible, et le hasard a voulu que je fusse servi par-delà mes souhaits. Aussi, que de fois j'ai vêtu de satin les pieds mignons de Pauline, emprisonné sa taille svelte comme un jeune peuplier dans une robe de gaze, jeté sur son sein une légère écharpe, lui faisant fouler les tapis de son hôtel et la conduisant à une voiture élégante. Je l'eusse adorée ainsi, je lui donnais une fierté qu'elle n'avait pas, je la dépouillais de toutes ses vertus, de ses grâces naïves, de son délicieux naturel, de son sourire ingénu, pour la plonger dans le Styx de nos vices et lui rendre le cœur invulnérable, pour la farder de nos crimes, pour en faire la poupée fantasque de nos salons, une femme fluette qui se couche au matin pour renaître le soir, à l'aurore des bougies. Elle était tout sentiment, toute fraîcheur, je la voulais sèche et froide. Dans les premiers jours du mois de décembre 1829, je rencontrai Rastignac. Malgré le misérable état de mes vêtements, il me donna le bras et s'enquit de ma fortune avec un intérêt vraiment fraternel. Alors je lui racontai brièvement et ma vie et mes espérances. Il se mit à rire, me traita d'homme de génie, de sot, d'enfant. Sa voix gasconne, son expérience du monde, l'opulence qu'il devait à son savoir-faire agirent sur moi d'une manière irrésistible. Moi, je veux me mettre de moitié dans ta gloire, être le bijoutier qui aura monté ton diamant. Pour commencer, dit-il, sois ici demain soir. Je te présenterai dans une maison où va tout Paris, notre Paris à nous. Les beaux, les gens à millions, les célébrités, enfin les hommes qui parlent d'or, comme Chrysostome. Quand ils ont adopté un livre, le livre devient à la mode. Si tu as de l'esprit, mon cher enfant, tu feras toi-même la fortune de ta théorie, en comprenant mieux la théorie de la fortune. En un mot, demain soir, tu verras Fédora, la belle comtesse Fédora, la femme à la mode. Je n'en ai jamais entendu parler. Tu es un cafre, dit Rastignac en riant. Ne pas connaître Fédora, une femme à marier qui possède près de 80 000 livres de rente et qui ne veut de personne ou dont personne ne veut. Espèce de problème féminin, une Parisienne à moitié russe, une russe à moitié parisienne, une femme chez laquelle s'éditent toutes les productions romantiques qui ne paraissent pas. Adieu, à demain. Il fit une pirouette et disparut sans attendre ma réponse, n'admettant pas qu'un homme raisonnable pût refuser d'être présenté à Fédora. Comment expliquer la fascination d'un nom ?
Fédora! Ce nom me poursuivit comme une mauvaise pensée, avec laquelle on cherche à transiger. Une voix me disait « Tu iras chez Fédora !» Et j'avais beau me débattre avec cette voix et lui crier qu'elle mentait, elle écrasait tous mes raisonnements avec ce nom. Fédora.